Cours numéro 8, objectif. Alors, il s'agit ici, à un niveau très général d'abord, de donner simplement un aperçu des classes de méthodes utilisées pour la synthèse des filtres RIF. Méthode du fenêtrage, qui est la plus simple, qui est accessible avec et sans MATLAB. Ensuite, échantillonnage fréquentiel, on donnera uniquement le principe, les calculs se feront avec MATLAB. Et enfin, optimisation type CAO, conception assistée par ordinateur, plus performante, mais aussi plus complexe, parmi lesquelles, méthode type CAO, les moindres carrés, dont on donnera le principe, uniquement le principe, mais il y a aussi l'itération avec algorithme de remèze, beaucoup plus sophistiqué, qui fournit d'ailleurs l'ordre minimal, et qui est esquissé et seulement en annexe. Voilà pour ce qu'on verra à un niveau général. Ensuite, on développera plus en détail uniquement la méthode de calcul par fenêtrage, la méthode de synthèse par fenêtrage. Et on verra le principe, les étapes de calcul. On illustrera par un calcul simple, où on choisira n égale 4 comme ordre et une fenêtre rectangulaire. On verra la typologie et l'influence de la fenêtre. Et enfin, un exemple avec MATLAB cette fois, choisi pour n égale 24 avec deux types de fenêtres. Commençons, paragraphe 10, par citer les principales méthodes de synthèse des filtres RIF. Trois classes de méthodes. La méthode du fenêtrage, qui est une méthode simple et très utilisée. La méthode de l'échantillonnage fréquentiel, qui est moins utilisée, qu'on étudiera seulement en annexe. Et les méthodes d'optimisation, qui sont en général informatiques itératives, dont on dira peu de choses. Méthode du fenêtrage. Il s'agit de calculer la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire les n valeurs Hn, coefficients du filtre, par application au filtre idéal. C'est le filtre qui a le gabarit H de F visé avec une phase linéaire. Par application donc à ce filtre idéal d'une fenêtre de troncature, rectangulaire ou plus performante, Blackman ou autre, de largeur n égale l'ordre du filtre. On en déduit la réponse en fréquence H de F en prenant la Tz de H de n et en y faisant Z égale puissance 2 pi Jf. Alors ça sera traité au paragraphe 10.2 à 10.6 et ça inclura un exemple de calcul manuel et deux exemples résumés traités avec MATLAB, issus de l'exercice numéro 6. Méthode de l'échantillonnage fréquentiel. Le principe, c'est d'échantillonner la réponse H de F du filtre idéal, tel qu'on a défini tout à l'heure, et de calculer la réponse impulsionnelle par TFD inverse. Cette méthode, par parenthèse, est valable à la fois pour les filtres RIF et les filtres RI. Enfin, les méthodes d'optimisation, l'échantillonnage fréquentiel sera traité, comme on l'a dit, en annexe uniquement, annexe A1, où se trouve également traité un exemple MATLAB. Les méthodes d'optimisation, elles s'apparentent aux méthodes d'optimisation type CAO qu'on a vues pour la synthèse des RI. Il s'agit de minimiser un critère d'erreur entre les courbes de réponse H de F réel et H de F idéal, mais ces méthodes sortent aussi du cadre de ce cours. Deux types méritent cependant d'être cités. Optimisation par les moindres carrés, premier type. On en donnera le principe au paragraphe 17 avec un exemple MATLAB, issu de l'exercice numéro 4. Deuxième exemple, méthode d'optimisation par l'algorithme itératif de remèze, traité uniquement en annexe, annexe A3, avec en plus un exemple MATLAB.
À présent, abordons, paragraphe 10.2, la méthode du fenêtrage. Et commençons, première diapo, par la position du problème. Le filtre que l'on recherche, le filtre idéal visé, est un RIF d'ordre n dont la réponse en fréquence va approcher un gabarit idéal. Alors, ce gabarit idéal, on va le noter avec des indices infinis. H indice l'infini de f, gain complexe correspondant, égale le module G indice l'infini de f, E puissance J phi de f, où phi de f est le déphasage de ce filtre idéal. Voyons gain et déphasage. La courbe de gain du filtre idéal, c'est la courbe de gain visée. C'est une fonction réelle et paire. Et la méthode conviendra bien si la courbe G indice l'infini de f a une forme analytique simple. Simple, en pratique, ça signifie surtout intégrable. En général, simple correspondra à quelque chose qui est constant par intervalle de fréquence. Par exemple, ici, on a dessiné le cas de la courbe idéale pour un filtre passe-bas. C'est une constante pour f compris entre moins fc et plus fc. Fc, fréquence de coupure du filtre, et nul au-delà. Donc la bande passante va de 0 à fc, la bande atténuée c'est de fc à 0,5, avec la partie symétrique du côté des fréquences négatives. La phase du filtre idéal est une phase linéaire. On sait que c'est ça le filtre idéal, on l'a vu au paragraphe 9.2. Phi de f égale moins 2pi tau f, où tau est le temps de propagation à travers le filtre, et est une constante indépendante de la fréquence. Le filtre réel, après synthèse, a pour réponse impulsionnelle h de n, pour réponse en fréquence h de f. H de n est une suite de L égale n plus 1 valeurs. Si n est l'ordre, il y a en effet n plus 1 coefficients. Cette suite, elle est symétrique autour de tau égale n sur 2, puisque on cherche à synthétiser un filtre RIF à phase linéaire. On voit bien ici sur la figure, avec h de n symétrique par rapport à tau égale n sur 2. La figure est faite pour n égale 5, et tau est alors égal à 2,5. Le gain complexe de ce filtre est obtenu en prenant la Tz de h de n et en remplaçant dans cette Tz, z par E puissance 2πjf. Par définition même de la Tz, c'est sigma de n égale 0 jusqu'à grand n de h de n, E puissance, moins 2πj nf. Alors après la position du problème, voyons maintenant en diapo 2 sur 2 les étapes de calcul. Il y en a 3. Première étape, calcul de la réponse impulsionnelle idéale. On l'appellera h indice l'infini de n associé au gain dont la forme est connue, G indice l'infini de f, qui est le gabarit en gain que l'on vise. Alors, on va supposer que phi de f égale 0 dans un premier temps. Ensuite, on rétablira le déphasage proportionnel, on le sait, à f. Et on va raisonner, puisqu'on fait phi de f égale 0, on va raisonner sur h indice l'infini de f égale son module. Donc g indice l'infini de f, fonction réelle et paire. La séquence de coefficients réponse impulsionnelle, des Hn, du filtre idéal, se déduit de sa réponse en fréquence G indice l'infini de f par Tf inverse, qui est aussi, cette Tf inverse, une fonction réelle et paire de n. On a donc H indice l'infini de n égale Tf moins 1 de G indice l'infini de f égale
somme, alors il faut sommer de moins 1,5 à plus 1,5, l'intervalle de fréquence du numérique, de G indice l'infini de f, E puissance 2 pi JNF df. Deuxième étape. On passe de h indice l'infini de n à la réponse impulsionnelle h de n du filtre normal par troncature plus translation. Expliquons. D'abord, ça va être la troncature. Pour déduire de h indice l'infini de n la réponse impulsionnelle qui est limitée à n valeurs, h indice grand N de petit n. Le grand N montrant bien que c'est limité à n valeurs. Donc pour déduire de h indice l'infini de n la réponse h indice grand N de n du filtre RIF que l'on cherche, il faut tronquer h indice l'infini de n, c'est-à-dire multiplier h indice l'infini de n par une fenêtre de pondération w indice grand N de petit n de largeur égale à l'ordre. Comme ça, on limitera à n valeurs quelque chose qui était en fait infini. Ça s'écrit h indice grand N de n, réponse impulsionnelle réelle, c'est-à-dire tronquée à n valeurs, égale h indice l'infini de n, non tronqué, multiplié par la fenêtre de pondération w indice grand N de petit n qui a pour largeur n. Ensuite, ça va être la translation. Remarquons que h indice grand N de petit n est pair, comme h indice l'infini de n. H indice rien du tout de petit n s'obtient en restaurant la phase, puisqu'on avait supposé tout à l'heure phi de f égale 0, il faut restaurer phi de f égale en fait moins 2 pi tau f. Et si je restaure la phase, je vais le faire de telle façon à restaurer la symétrie par rapport à tau égale n sur 2 qu'il doit y avoir dans la réponse impulsionnelle du filtre RIF que je cherche. Remarquons que restaurer la phase, ça revient à multiplier par E puissance J phi dans le domaine des fréquences, c'est-à-dire dans le domaine des indices petit n, dans le domaine temporel, à faire une translation de h indice grand N de petit n, translation de taux, qui va permettre de rétablir la symétrie par rapport à n sur 2. Ce qui donne h de petit n égale h indice grand N de n moins taux, translation de taux, et comme taux égale n sur 2, h indice grand N de petit n moins grand N sur 2. Bon, ça paraît un peu abstrait, ça sera extrêmement concret sur un exemple qu'on va traiter aussitôt après. La dernière étape, une fois qu'on a trouvé la réponse impulsionnelle du filtre réel, c'est de calculer sa réponse en fréquence, donc son gain en fréquence, h de f. Pour ça, il suffit de prendre l'ATZ de h de n, dans laquelle on fait z égale E puissance 2 pi jf. Soit, par définition même de l'ATZ, sigma de n égale 0 jusqu'à grand N, de h de n, E puissance, moins 2 pi jn petit f. Pour illustrer cette approche théorique, traitons au paragraphe 10.3 un premier exemple simple avec une fenêtre rectangulaire. On va prendre comme gabarit celui d'un filtre RIF passe-bande dit demi-bande, d'ordre n égale 4, c'est-à-dire admettant pour axe de symétrie taux égale n sur 2 pour sa réponse impulsionnelle, c'est-à-dire 2, et à 5 coefficients puisqu'il est d'ordre 4. Sa fonction de transfert idéale, h indice l'infini, est représentée en module, ici. Alors on l'appelle demi-bande parce que, vous voyez que c'est un filtre passe-bas, et que la fréquence de coupure, ici, se situe au milieu entre le domaine numérique normal, qui pour les fréquences positives va de 0 à 1,5.
en fréquence relative, ou en pulsation de 0 à pi. Puis, c'est pair, donc on complète par symétrie. Les étapes de calcul, on va les appliquer telles qu'on les a vues dans la théorie tout à l'heure, au pied de la lettre. D'abord, calculons h indice l'infini de n, la réponse impulsionnelle, non tronquée. Par TF inverse, à partir de h indice l'infini qui est ici, on a petit h indice l'infini de n égale, transformé de Fourier inverse, somme de moins 1,5 à plus 1,5 de g de f e puissance plus 2 pi j n f df. Comme g de f est constant et égal à 1 pour f compris entre moins 1 quart et plus 1 quart, somme de moins 1 quart à plus 1 quart de 1 multiplié par e puissance 2 pi j n f df. La primitive ici de l'exponentielle est une exponentielle. Par contre, il faut diviser par son coefficient. Donc tout ce qui est devant f ici, 2 pi jn, 1 sur 2 pi jn. Prendre la primitive, c'est-à-dire la même exponentielle, entre les bornes, 1 quart borne supérieure, ça fait e puissance jn pi sur 2, 2 pi sur 4, 2 pi sur 2. Puis pareil avec le signe moins pour la borne inférieure. Et on retranche les deux. Ce qui donne ici 2j fois un sinus. Le 2j se simplifie avec celui qui est devant, qui est au dénominateur ici. Et finalement, on obtient 1 sur pi n sinus de pi sur 2 n. Alors ça vaut combien? Ben pour n égale 0 d'abord. H indice l'infini de 0. Alors on pourrait le calculer là. Je préfère revenir à la définition de l'intégrale ici. Si je fais f égale 0, ça fait l'intégrale de moins 1,5 à plus 1,5 de g de f df, c'est-à-dire l'air qui est situé sous le rectangle ici, largeur 1,5 de là à là, hauteur 1. Donc ça fait 1,5. Pour n pair, ici on obtient le sinus, pair c'est-à-dire 2k, le sinus de k pi, donc 0, quel que soit k. Et pour n impair, c'est-à-dire n égale 2k plus 1, on obtient un sinus qui vaut, alternativement, suivant la parité de k, ici, plus 1 ou moins 1. Donc moins 1 puissance k. Et n'oublions pas le 1 sur pi n qui est devant. Moins 1 puissance k divisé par pi n. Enfin, on pourra compléter pour les valeurs négatives de n par symétrie, puisque h de n est pair, exactement comme h de f, dont elle est la transformée de Fourier inverse. Ce qui donne la représentation de h indice l'infini de n, qui est ici. Alors regardons pour n supérieur ou égal à 0. Pour n égale 0, ça faisait 1,5. Pour n égale 1, ici il faut faire k égale 0, ça fait 1 sur pi n, c'est-à-dire 1 sur pi. Pour n égale 2, c'est pair, ça fait 0. Et pour n égale 3, ici, ça fait moins 1 sur 3 pi, etc. Et par symétrie, on complète de l'autre côté, du côté n négatif. Voilà donc la réponse impulsionnelle h indice l'infini de n. Maintenant, on va procéder à l'étape 2, où il y a troncature et symétrisation. D'abord la troncature de h indice l'infini de n. Alors on a remis ici le graphe de h indice l'infini de n, non tronqué. La fenêtre rectangulaire de troncature va avoir pour largeur n égale 4. Donc elle va avoir 4 intervalles, c'est-à-dire qu'elle ne va retenir parmi les valeurs de n qui sont ici que 2 rangs de part et d'autre de l'axe de symétrie. 2 rangs à gauche, 2 rangs à droite de l'axe de symétrie, plus évidemment la valeur qui est sur l'axe de symétrie. Ça fait bien 5 valeurs,
Il y a bien 5 coefficients pour un RIF d'ordre 4. Donc voilà la fenêtre de troncature, et elle retient bien les 5 valeurs 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire les valeurs suivantes de h indice grand N de petit n, pour n égale moins 2, 0, pour n égale moins 1, 1 sur pi, pour n égale 0, 1,5, pour n égale 1, 1 sur pi à nouveau, et pour n égale 2, 0 à nouveau. Alors on a fait la troncature, faisons maintenant la translation qui va permettre de rétablir la symétrie qu'on doit avoir de la réponse impulsionnelle d'un RIF, puisqu'il est à phase linéaire. Il s'agit de rétablir la symétrie autour de l'axe tau égale n sur 2, avec ici n égale 4, donc tau égale 2. Donc autour de ce rang, il sera après la symétrie, là il n'y est pas, là elle est autour de 0. Il faut la passer de tau égale 0 à tau égale 2. Donc il faut translater de 2 rangs. Par translation de 2 rangs, on obtient de la figure qui est dans le rectangle en pointillé translaté de 2 rangs, on obtient la réponse impulsionnelle h de n visée du filtre que l'on cherche. Ce qui donne maintenant h de 0 égale 0, h de 1 égale 1 sur pi, h de 2 égale 1,5, h de 3 égale 1 sur pi, h de 4 égale 0. La réponse en fréquence h de f, que l'on ne tracera pas, on va simplement en exprimer la valeur, elle est donnée par h de f égale sigma de n égale 0 jusqu'à 4 de h de n puissance moins 2 pi jnf, soit, alors j'ai mis d'abord ici le terme milieu, celui qui correspond à n égale 2. Si je fais n égale 2, c'est h de n vaut 1,5, donc 1,5 de e puissance, je fais n égale 2, ça fait moins 4 pi jf. Et ensuite, les deux termes égaux en amplitude qui correspondent à n égale 1 et n égale 3. Et ils valent tous les deux 1 sur pi. Donc 1 sur pi, facteur, 1 sur pi pour h de n, facteur de e puissance. Alors le premier correspond à n égale 1, donc moins 2 pi jf. Et le deuxième correspond à n égale 3, 3 fois 2, 6, e puissance, moins 6 pi jf. Pour pouvoir faire apparaître le module et l'argument, il est astucieux de mettre en facteur le premier terme, égal h de f égale 1,5 de e puissance moins 4 pi jf. Il est aussi astucieux d'introduire oméga. 2 pi f égale oméga. Donc e puissance moins 4 pi f ici, ça fait e puissance moins 2 j oméga. Et 1,5 qui est là devant. Qu'est-ce qui reste quand j'ai fait cette mise en facteur? Ben là, il reste 1. Et là, il reste, alors n'oublions pas que j'ai mis en facteur e puissance moins 4 pi jf. Donc il va falloir multiplier par e puissance plus 2 pi jf pour trouver le moins 2 qui est là. Et l'autre, ici, il va falloir le multiplier par e puissance moins 4 pi jf pour trouver le 6, le moins 6. Donc ça va faire, au facteur 2 près qu'on va remettre devant, un cosinus de 2 pi f, c'est-à-dire un cosinus de oméga. Avec le facteur 2 devant, il y avait déjà, comme il y a un demi ici, ça va faire 4. 4 sur pi cosinus oméga. Donc, le module de h de f, g de f, il est égal au coefficient qui est devant l'exponentielle imaginaire pure qui est là. Donc le module c'est 1,5 facteur de 1 plus 4 sur pi cosinus oméga. Très facile à tracer en fonction de oméga. C'est un filtre en cosinus surélevé, comme on dit. Et puis la phase, c'est l'exposant de E, là. Donc la phase, c'est moins 2 oméga. C'est bien oméga tau avec tau égale 2.
qui est bien égal à grand N sur 2. Donc phase linéaire, et on retrouve le taux égal N sur 2. Paragraphe 10.4, pour illustrer la méthode du fenêtrage avec fenêtre rectangulaire, voyons un deuxième exemple, mais cette fois avec MATLAB. Ça correspond, cet exemple, à n égale 24, donc l'ordre de 24, c'est-à-dire qu'il y a 25 points. On peut se permettre un nombre plus élevé de points, puisqu'on travaille avec MATLAB. Je vais résumer ce cas, qui est traité complètement à l'exercice 6. Alors avec MATLAB, on trace en particulier la réponse impulsionnelle H de n d'abord. La voilà. On voit qu'elle est symétrique autour de l'axe tiré pointillé représenté ici en marron, et qui est un axe qui correspond à n égale 12. On a donc taux, temps de propagation égale 12, et c'est bien n sur 2, puisque l'ordre vaut 24. Diagramme des pôles et des zéros, le voici. Alors, il y a un pôle d'ordre 24 en z égale 0 qui n'est pas significatif. Ce qui compte, c'est les zéros. Alors, les zéros représentés par des ronds, il y en a combien? Du côté réel positif ici, il y en a 5 en haut, 5 en bas, ça fait 10. Et du côté des réels négatifs, il y en a 6 sur le cercle en haut, 6 en bas, ça fait 12. Et les deux là, ça fait 14. 14 et 10, ça en fait bien 24, qui est égal à l'ordre. Remarquons aussi la disposition des pôles en paires conjuguées harmoniques, c'est-à-dire dont les modules sont inverses l'un de l'autre, ici, sauf lorsqu'ils sont sur le cercle unité, où ils sont leurs propres conjugués harmoniques. Réponse en fréquence maintenant, avec en haut ici le gain en dB en fonction de W, fréquence normalisée MATLAB, qui varie de 0 à 1, et en bas, déphasage en degrés en fonction du même W. Alors commençons tout de suite par le déphasage. On remarque la zone de linéarité, ici. Donc la bande passante doit être incluse dans cette zone-là. Ensuite, c'est la bande atténuée, alors c'est pas forcément linéaire. Quant à la réponse en gain, qui est en haut, ici, on peut remarquer la bande passante ici, où le gain est voisin de 0 dB. Alors quelque part après, on passe dans la bande de transition, puis dans la bande atténuée, avec ses lobes secondaires. Alors ce qu'il faut que je vous donne, c'est les données qui étaient fixées avec l'exercice 6, où vous trouverez tout le détail. On visait un gabarit où Amax en bande passante valait 3 dB et Amin en bande atténuée valait 40 dB, ce qui correspond à des taux d'ondulation respectifs delta C 15% et delta A 1%. Alors, sur le dessin ici, on peut donc positionner Amax égale 3 dB. Voilà, Amax égale 3 dB, ce qui permet de voir où se termine la bande passante. C'est là où je pointe la souris, ce qui vous donne le WP fin de la bande passante. Ici. Et ça vous donne WP égale 0,38. Alors pour la bande atténuée, on lit Amin égale 40 dB, enfin on impose 40 dB, qui correspond normalement alors à une valeur qui est quelque part ici, WA égale environ 0,45. Ce qui donne une largeur de bande de transition, delta W, égale 0,07. Alors, on remarque par ailleurs que le premier lobe secondaire, ici, est à 23 dB seulement, en dessous, ici, de la référence 0 dB qui correspond à la bande passante. Il en résulte que le gabarit n'est pas tenu en bande atténuée. Alors, il n'est pas tenu, parce que si je prends par exemple le point qui est ici, il est à 23, il est ici, là, seulement à 23 dB, alors qu'il en faudrait 40. La fenêtre rectangulaire a en effet une performance insuffisante en lobe secondaire. On verra au paragraphe 10.5 qui suit que pour y remédier, il suffit de prendre une autre fenêtre
Par contre, la fenêtre rectangulaire a l'avantage de conduire au delta W minimum, 0,07 ici. On verra tout à l'heure qu'avec les autres fenêtres, on a davantage. 5 à 10 minutes de pause pour les commentaires et les questions avant d'aborder la deuxième section de ce cours. L'exemple qui vient d'être montré avec MATLAB met bien en évidence les mauvaises performances du fenêtrage rectangulaire, notamment en affaiblissement dans la bande atténuée. La section 2 sera précisément consacrée à l'influence du type de fenêtre dans la synthèse des filtres RIF.